La société occidentale serait judéo-chrétienne. La France a des racines judéo-chrétiennes. Putain, mais le truc judéo-chrétien, c'est vraiment l'argument numéro 1 pour dire globalement les musulmans, cassez-vous. Oh, regarde tous les bouquins de la fabrique derrière. J'aime bien, hein. C'est sympathique. Très bon choix d'éditeur. Oui, c'est vrai. D'héritage judéo-chrétien. La culture judéo-chrétienne. Cette idée me semblait une évidence banale, en tout cas elle ne me choquait pas. En réalité, la formule est loin d'être neutre. Sophie Bessis est une historienne franco-tunisienne, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Oui, Sophie Bessis, ça va être stylé. Dans son dernier livre, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture, elle explique à quel point cette notion est dénuée de fondements historiques, et elle montre qu'elle sert surtout plusieurs fonctions idéologiques, aussi bien du point de vue de l'Occident que du nationalisme arabe et que d'Israël. Que signifie cette appropriation par la culture occidentale de la judéité? Contre quel ennemi ce concept est-il mobilisé? L'Occident est-il judéo-chrétien? Déjà, ma première surprise, ça a été de découvrir que cette notion est relativement récente. Bah oui. Mais non. Mais non. Oui, bah oui. Je veux dire, il y a... sur le cul. Pas du tout. Combien? Il y a 70 ans, on génocidait les Juifs en Europe, donc c'était pas très judéo-chrétien quand même. Pendant des siècles, dans toute la littérature occidentale médiévale et moderne, le juif n'était pas du tout perçu comme européen, bien au contraire. Quand on regarde toute la littérature européenne, et quand j'emploie le terme de littérature, c'est au sens très large du terme. C'est-à-dire que ce soit la littérature religieuse, la littérature politique, la littérature tout court, l'iconographie, jusqu'au 19e siècle. Et l'archétype du juif, c'est l'oriental, dans ses vêtements, dans sa façon d'être, dans ses habitudes alimentaires. Mais c'est aussi pour ça que c'est important comment dire, le tournant historique de l'intégration au travers en fait de la colonisation de la Palestine, hein, parce que encore une fois tout est lié, hein, mais c'est que l'intégration en fait des Juifs comme groupe en général à l'idée de l'Occident s'est fait aussi beaucoup par la colonisation de la Palestine et par du coup le fait de faire de l'État juif entre guillemets le bastion occidental au Moyen-Orient, etc. Donc il y a quand même une mise à distance, hein, c'est quand même voilà, ils ont quand même vocation à pas être chez nous, mais voilà, et il y a aussi des critiques à l'intérieur de la communauté juive et même à certains endroits aussi de la société israélienne, hein, même si c'est assez marginal, du fait que la colonisation de la Palestine, la création de l'État d'Israël, a contribué aussi à effacer toutes les cultures juives européennes. On dit souvent il y a un suprémacisme ashkénaze en Israël, de dire que voilà, Netanyahou de base il est ashkénaze, parce qu'en fait pour dire que voilà, c'est les juifs européens qui dominent en Israël politiquement, culturellement, économiquement sur les juifs d'Afrique du Nord, d'Éthiopie, de machin, etc. Voilà, c'est pour opposer à Séfarade. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de suprémacisme ashkénaze, dans le sens où la culture ashkénaze, il a fallu aussi la détruire au travers de ça. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la littérature sioniste du XXe siècle, c'est de décrire en fait la culture juive ashkénaze notamment comme une culture de faible, de désigner l'humour, de désigner la langue, de désigner la culture musicale, la culture littéraire, etc. Celle qui est en fait une culture de l'exil, comme la culture des faibles, comme la culture des victimes. Et du coup, la destruction des spécificités culturelles des différents endroits en fait de la diaspora juive, ça a été une façon aussi de créer un nouvel homme israélien débarrassé justement de toute cette art et qui se fonde en fait dans la création d'un État-nation puissant, militaire, fasciste en fait. Donc même ce truc-là, quelque part, en créant l'identité israélienne, les sionistes ont par là même détruit tout ce qu'il y avait justement d'oriental et d'autre des juifs vis-à-vis de la culture européenne. Dans 2 secondes, donc ça veut dire que toute leur culture des pays de l'Est, la Pologne, d'où vient ma grand-mère par exemple, toute la culture a été mise à la poubelle pour une culture inventée depuis 46 en Israël. Ouais, c'est ça. On raconte souvent, oh là là, ma grand-mère, elle se faisait insulter à l'école parce qu'elle parlait breton. Bah, les gens qui parlaient yiddish dans les premières années de l'État d'Israël, bah, ils se faisaient traiter un petit peu de la même façon, justement. L'imposition de l'hébreu contre parce qu'il y a un enjeu d'unification linguistique, par exemple. Mais du coup, l'imposition de l'hébreu a servi aussi d'effacement du yiddish et donc d'effacement de toute la littérature, toute la culture, etc., etc. Donc oui, ça a été... Il y a eu, on va dire, une deuxième forme. Le mot est peut-être un peu fort, je sais pas, je me fais peut-être taper sur les doigts si je dis ça, mais il y a eu une seconde forme de génocide culturel, entre guillemets, par le projet sioniste. Colonialisme intérieur, ouais, c'est ça, ouais. N'oublions pas que la littérature européenne du XIXe siècle, en partie la littérature française, est d'un antisémitisme absolument incandescent, y compris des auteurs que nous adorons. Dans Au soleil, son récit de voyage en Algérie, Maupassant écrit par exemple « Dès qu'on avance dans le sud, la race juive se révèle sous un aspect hideux qui fait comprendre la haine féroce de certains peuples contre ces gens, et même les massacres récents. » C'est une folie, n'empêche, hein.
C'est une dinguerie. Malaise Maupassant. Ah ouais. Petit malaise. Petit malaise. Mais c'est aussi ça, en fait, qu'on oublie très très vite. Et je pense qu'il a très vite été un peu occulté, c'est cette omniprésence de l'antisémitisme. Pas que chez les nazis. En fait, c'est qu'il y a presque parfois, dans la façon dont on étudie l'antisémitisme, on l'étudie que, enfin à l'école, tu vois, on l'étudie que en lien avec la Shoah, l'affaire Dreyfus, la montée de l'antisémitisme en Europe, etc. Mais en fait, c'est que ça occulte totalement le bain culturel général, où cette racialisation en fait des juifs était déjà bien intégrée par l'entièreté des sociétés, quoi. Le juif incarnait donc l'autre qu'on faisait venir d'un lointain ailleurs oriental. Et si le terme judéo-chrétien existait, c'était dans un sens très précis. C'est un terme qui est très ancien, mais qui était cantonné au registre théologique et religieux. Bah oui, judéo-chrétien, ça voulait dire globalement la Bible. T'as un corpus commun dans la Bible chrétienne avec la Bible hébraïque. Et du coup, t'as ce corpus judéo-chrétien dans les livres lévitiques, dans les trucs comme ça. Mais ça vient un peu dire aussi que les chrétiens ont été historiquement dans un rapport de supériorité vis-à-vis des juifs, parce que t'as un truc de presque en mode on a voulu faire comprendre à ces arriérés là que c'est bon, le Messie il est arrivé, mais ils ne veulent pas nous croire, c'est leur faute, ils iront en enfer, tu vois. Tu sais, il y a ce vieux truc de l'antisémitisme chrétien qui s'accompagne aussi d'un vrai ressentiment envers les juifs. Il y a eu pendant un certain nombre de siècles, des apparentements. Il y avait des sectes que l'on appelait judéo-chrétiennes parce que le clivage radical entre judaïsme et christianisme a mis assez longtemps à s'opérer. Oui. Mais dans le vocable. Ah oui, c'est qu'au début, la différence entre juifs et chrétiens était un peu pas claire. Et tu avais un peu ce syncrétisme entre judaïsme et christianisme qui continuait. Et du coup, tu avais quand même des groupements religieux, des sectes religieuses qui étaient à proprement parler judéo-chrétiennes parce que c'était pas encore clair la distinction entre les deux. Qui va un petit peu à l'encontre aussi parfois du discours chrétien de oh c'est bon, une fois que Jésus est apparu, les vrais ont eu la révélation et les autres sont restés dans l'erreur. Et en fait, t'as eu en fait un long moment pour le christianisme de s'imposer comme radicalement différent du judaïsme, quoi. Les premiers chrétiens ont continué à fréquenter les synagogues, à manger kasher et à faire Shabbat pendant un moment. Bah oui, mais et puis c'est logique. Parce qu'en fait, un bain culturel, tu t'en extrais pas comme ça en un claquement de doigts. Tout comme l'imposition du monothéisme a mis énormément de temps. L'imposition du monothéisme a été corrélée en fait avec l'unification politique d'une bonne partie du Moyen-Orient. Et pendant très longtemps, malgré cette imposition du monothéisme, il y avait des gens qui continuaient de vénérer la femme de Dieu, par exemple, qui était en fait le restant des différentes divinités. Et en fait, au début, en fait, il y avait une divinité homme et une divinité femme qui étaient vénérées, etc. Il y a eu activement une destruction des temples voués au culte de cette divinité femme, donc de cette femme de Dieu, mais en fait qui était en fait une des deux divinités principales. Et pareil, d'autres petits temples où tu vénérais des divinités mineures. Chaque ville, par exemple, avait sa propre divinité, parce que chaque ville avait son propre protecteur, etc. Enfin, ça faisait partie du truc. Et l'imposition du monothéisme a coïncidé en fait avec le fait que, à partir du moment où tu n'imposes qu'un seul Dieu, dans ce cas, tu n'imposes la loi que d'une seule cité. Une seule cité dicte le pas politiquement, et donc ça n'a plus aucun sens que d'autres villes soient protégées par un dieu, puisqu'elles sont toutes sous la coupe du centre de l'Empire, quoi. Donc il y a toute une histoire pré-monothéiste sur l'imposition progressive de ce monothéisme et du fait que, en attendant, les gens continuaient de vénérer, ou alors ça devenait perçu comme des superstitions, mais continuaient de faire vivre ces cultes-là qui étaient en train d'être supprimés activement, et que ça continuait dans des superstitions populaires et dans des formes de fêtes, dans des formes de etc. quoi. Mais allez voir les vidéos de Dan McClellan sur TikTok. Il explique ça mieux que moi. Dans le vocabulaire courant, c'était quelque chose qu'on n'entendait pas. Judéo-chrétien. Et puis petit à petit, c'est apparu tout au long des années 1980, pour plusieurs raisons en réalité. D'abord, il ne faut pas oublier qu'à partir des années 1980, on a, dans le monde, une sorte de retour du religieux. Aussi bien en terre d'islam qu'en terre occidentale, et que le vocabulaire politique, médiatique, idéologique, lui aussi est capté par ce retour du religieux. On parle du retour du religieux, mais il me semblait que Weber parlait de désenchantement du monde. Max Weber, c'est bien avant les années 80. Quand on parlait de désenchantement du monde, c'était pour pointer du doigt la laïcisation progressive de la puissance politique. C'est-à-dire
ce moment, en fait, notamment dans l'histoire de l'Europe, où l'État revendique un monopole du pouvoir politique distinct du pouvoir politique qu'avait l'Église. France, c'est la séparation des églises et de l'État, c'est l'école publique laïque, etc., etc. C'est la fameuse laïcité française, où il y a un enjeu de concentrer le pouvoir politique et de le rendre indépendant du pouvoir de l'Église, qui de fait, l'Église a un pouvoir politique. C'est l'Église qui tient les registres de naissance, qui tient les registres... L'Église a un rôle administratif avec laquelle l'État vient en concurrence. Non seulement cela, mais Weber pense aussi à la rationalisation du monde en général. Oui, il y a aussi la rationalisation du monde, le capitalisme, etc. Donc, bref. Mais donc, quand il parle de désenchantement du monde, c'est ce moment-là. On n'en sort pas totalement, mais ça ne veut pas dire que les sociétés deviennent incroyantes. Alors, il y a une augmentation de l'incroyance dans les sociétés, une augmentation de l'athéisme dans les sociétés, qui est encore corollaire de ça. C'est-à-dire à partir du moment où ce n'est plus l'Église qui dicte le fonctionnement social, même micro-social, etc., des sociétés. De fait, l'athéisme augmente, mais il y a eu, il y a des retours de bâton, et surtout qu'il y a du coup une utilisation du discours religieux qui est différent. Quand Reagan il parle de l'éveil spirituel de l'Amérique, il met bien en scène ce retour d'un truc qu'on a perdu, mais il met aussi en scène une nationalisation du discours religieux quelque part. C'est-à-dire que le discours impérialiste devient celui de l'éveil spirituel de l'Amérique, de l'élection divine, que presque les Américains deviennent une espèce de peuple élu, quoi. Spiritual awakening and a moral renewal. And with your biblical keynote, I say today, yes, let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream. La référence au second réveil selon les évangélistes, c'est clairement une nationalisation du discours religieux. Il est accompagné par Falwell et les évangélistes de la moral majority. Ouais, c'est ça. Et c'est lié aussi à la stratégie sudiste que je vais pas détailler ici parce que je suis pas non plus un expert là-dedans, mais qui a été une stratégie pour le parti républicain de reconquérir électoralement en fait les États-Unis. En gros, aux États-Unis, jusqu'à cette espèce d'unification religieuse qui a opéré par la droite, t'avais des luthériens, t'avais des pentecôtistes, t'avais des catholiques, et encore les catholiques pendant très longtemps c'est resté un peu... c'est que depuis très récemment finalement que les catholiques ont été un peu intégrés à cette espèce de majorité chrétienne aux États-Unis. Avant, les luthériens ne pouvaient pas se voir avec les pentecôtistes, ne pouvaient pas se voir avec les adventistes du 7e jour, ne pouvaient pas se voir avec etc., etc. La droite états-unienne a remonopolisé, en fait, a recréé un monopole en fait chrétien où les dénominations ont commencé à se penser non plus comme luthériennes, pentecôtistes, etc., mais comme Christian, comme chrétienne. C'est pour ça qu'aux États-Unis maintenant ils disent pas je suis protestant, je suis machin, ils disent je suis chrétien, et que le mot chrétien c'est devenu presque un synonyme, ce qui me fait hérisser les poils d'ailleurs. C'est devenu un synonyme pour dire je suis d'une dénomination évangélique protestante, l'une des nombreuses qu'il y a par exemple. Par exemple, J.D. Vance a été élevé dans un milieu évangélique, il est devenu catholique, grand défenseur de l'Église catholique, mais il s'en fout tant que ça reste chrétien, c'est beaucoup moins le cas avant. Ouais, et c'est vraiment assez récent le fait de considérer les catholiques comme à égalité, parce qu'avant les catholiques c'était les Irlandais ou même les Italiens, donc il y avait une racialisation en fait derrière l'identité catholique. Et en fait, il y a eu dans ces 10 dernières années, je dirais 20 dernières années, une espèce de regain d'engouement pour l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, dans le fait qu'elle est hiérarchique, dans le fait que tu obéis à un pape, dans le fait que dans tout ce que de sa charrie d'imaginaire autoritaire, ça plaît énormément à toute une nouvelle droite états-unienne qui se convertit énormément au catholicisme. C'est donc au tournant des années 80 que l'expression va vraiment rentrer dans le langage courant et circuler dans les médias. Pour Sophie Bessis, cet essor est aussi lié à la progressive prise de conscience des horreurs du nazisme et à la reconnaissance de plus en plus assumée de la responsabilité collective de l'Europe dans le génocide des Juifs. Dans les années 70, les historiens américains commencent à dire « Eh, coucou les Français, vous aussi vous avez déporté des Juifs, mais nous ça met très longtemps à vous... » Et c'est vrai que les années 80, c'est le moment où... Ah, ouais, quand même. C'est le moment où c'est vraiment... Ça commence à être vraiment ancré. Reconnaissance toute relative. Oui, reconnaissance comme les bourreaux peuvent reconnaître leur responsabilité, quoi. Ce génocide, ce judéocide, s'est perpétré, évidemment a été perpétré par l'Allemagne nazie, mais avec la complicité plus ou moins active de l'ensemble de l'Europe. À commencer par un pays comme la France, par Vichy, mais bien d'autres, de la Roumanie à la Hongrie, etc., etc. C'est pour ça que je vous répète tout le temps que faut pas oublier que les procès de Nuremberg, c'était principalement en grande majorité des procès de la guerre. La question des camps de concentration a émergé, la question du génocide, qu'on n'appelait pas encore génocide à l'époque, a émergé parce que ça faisait partie de toutes les pièces à conviction, de tout ce que, pour détailler même ce que chaque responsable du régime faisait, quel était son rôle, etc. Et il y a eu la libération des camps et le truc, etc. Mais c'était surtout le procès de la guerre. Le but, c'était pas de reconnaître les crimes envers les Juifs, quoi. Même si au final, de fait, ils ont été reconnus.
disparu à cause du choc de la découverte des camps. Mais voilà. Une grosse différence après la chute du mur de Berlin, niveau archives-recherche, je crois. Oui, aussi. Mais alors du coup, ça c'est plutôt 89, mais c'est vrai qu'après les années 90, la déclassification des archives est-allemandes, soviétiques, etc. a permis aussi d'approfondir encore plus la compréhension du génocide. Pendant l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, on ne s'occupe pas trop de la spécificité du judéocide, au contraire. Voilà, donc et c'est surtout à partir du procès Eichmann que ça sort, que quelque chose qui devait sortir, sort. Sous les phrases sans relief de l'acte d'accusation, ce sont 5 millions de juifs qui parlent, 5 millions de morts. Et d'où aussi l'importance pour le pouvoir israélien que ça a été fait à Jérusalem, d'où aussi parfois les critiques de Hannah Arendt aussi vis-à-vis de l'utilisation justement de ce procès pour renforcer l'État israélien, etc. Et notamment la centralité de l'État dans tout ce qui se fait pour traiter et juger le génocide, etc. etc. Et c'était une des critiques d'Arendt notamment que ça aurait dû être fait en Allemagne parce que c'était là où ça avait été fait, et que c'était la société allemande qu'il fallait juger. Enfin, bref. Et à ce moment-là, tout de même, on se dit que les valeurs dont se réclamait l'Europe, dont elle se réclame fièrement l'inventeur, le propagateur, même si elles avaient déjà été très, très, très abîmées par les conquêtes coloniales et par les occupations coloniales. Il ne faut pas oublier que les années 80 aussi, une immense majorité des empires coloniaux sont décolonisés, des empires coloniaux extérieurs. Mais il y a aussi la décolonisation, l'entrée du coup de plein de nouveaux États à l'ONU, donc sur fond de guerre de décolonisation, de terrorisme, de déstabilisation, de machin, etc. Donc tu as aussi ce truc-là où l'Occident est mis de plus en plus en accusation pour ses crimes. Et du coup cherche une nouvelle face, un nouveau récit un petit peu pour se comprendre et pour se rendre intelligible, quoi. Tout de même, on s'en réclamait encore en Europe. Mais là, après le génocide, ces valeurs étaient quand même plus qu'abîmées. Et donc, la restauration de ces valeurs est passée par plusieurs procédés, si je puis dire. Premier procédé, c'est le soutien à la création de l'État d'Israël. Puisque l'État d'Israël, au moment, il y avait déjà le foyer juif, bien sûr, qui avait été créé par la déclaration de Balfour en 1917. La fameuse déclaration Balfour. Et l'installation de quelques dizaines de milliers de juifs entre les deux guerres mondiales et surtout, bien sûr, à partir de l'avènement du nazisme en 1933. Il y avait environ, au moment de la création de l'État d'Israël, environ 600 000 juifs en Palestine, à peu près. Et donc, voilà, l'État d'Israël devenait quelque chose de nécessaire. Et ça, c'est aussi un truc un peu qu'on occulte un peu quand on fait commencer, même à partir de 48, la colonisation de la Palestine. C'est aussi qu'il y a eu une guerre coloniale avant. Il y a eu aussi une colonisation de peuplement, une guerre coloniale. C'est ainsi que j'ai commencé à m'injecter la testostérone. Une conquête de la Palestine avant qu'on puisse reconnaître Israël aux Nations Unies, etc., etc. En complément, la deuxième stratégie mise en œuvre par l'Europe pour retrouver son innocence perdue et restaurer les valeurs humanistes défendues par les Lumières, ça va être justement de populariser l'idée d'une civilisation occidentale judéo-chrétienne. Et c'est ça c'est le truc. C'est pour ça que j'ai dans ma vidéo sur les femmes et la propagande de guerre, que j'ai insisté sur le thème de l'innocence, l'importance de l'innocence dans le rapport à la guerre. C'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'il faut rétablir, c'est pas la moralité de celui qui reconnaît les crimes qu'il a commis et plus jamais ça, etc. C'est rétablir l'innocence au travers de l'identité. Et c'est l'identité qui proclame l'innocence. C'est pas les actes. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Si on est judéo-chrétien, on peut pas être antisémite, puisqu'on est judéo-chrétien. Et ça, c'est tout le truc de l'extrême droite aujourd'hui. C'est une formule qui permet d'occulter toute l'histoire de l'antisémitisme européen, qui permet de jeter un voile sur l'anti-judaïsme chrétien. Et de faire du coup du génocide un accident de l'histoire. Autrement dit, l'expression judéo-chrétien permet de camoufler 2 millénaires de persécution. D'abord l'anti-judaïsme religieux du christianisme qui considérait les juifs comme le peuple déicide, puis l'antisémitisme moderne européen du 19e siècle qui considérait les juifs comme une race inférieure, et enfin le génocide des juifs par les nazis au XXe siècle. Mais l'annexion de la judéité à l'espace occidental a un autre avantage, selon Sophie Bessis. Il permet à l'Occident de se présenter comme l'inventeur de l'universel. L'universel monothéiste a été formulé pour la première fois par le judaïsme, parce que chronologiquement, c'est la première expression de ce monothéisme dit abrahamique. Donc effectivement, le fait d'employer le terme de judéo-chrétien et de faire que ce fameux judéo-christianisme soit le synonyme
de la civilisation occidentale. Fait qu'effectivement, on occidentalise comme ça les universaux religieux et moraux du judaïsme, et donc tout est occidental, tout est inventé par l'Occident. L'Occident chrétien a donc absorbé la judéité pour à la fois occulter l'antagonisme historique entre judaïsme et christianisme et s'approprier l'universel moral juif. Oui, parce que c'est vrai que les 10 commandements, l'exemple qui est donné sur l'universalisme, voilà, le fait qu'il y a des règles morales universelles qui s'imposent à toi de façon transcendante, qui est littéralement Dieu qui donne les 10 commandements à Moïse. C'est vrai que oui, c'est vrai que ça vient de l'histoire du judaïsme. C'est dans le christianisme, parce que le christianisme est une réforme du judaïsme. Enfin, une réforme. Les réformes peuvent être violentes. Est une réforme du judaïsme. Quelqu'un dans le chat qui disait en quoi les polythéistes sont moins universalistes, c'est que à partir du moment où tu as plusieurs dieux, les dieux rentrent en conflit les uns avec les autres. Tu prends les dieux grecs, romains, etc. Enfin, le polythéisme gréco-romain. T'as la meuf de Zeus qui est en mode faut pas baiser, faut rester vierge avant le mariage et il faut bien s'occuper de son foyer. Mais t'as aussi Dionysos qui est en mode vas-y, on boit, on fait la fête. Les dieux sont beaucoup plus ont des qualités qui sont des qualités humaines et donc des conflits qui sont des conflits humains. Là où le monothéisme fait qu'à partir du moment où il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut qu'être univoque, il ne peut que dire toujours la même chose, qui d'ailleurs quand tu lis la Bible est totalement faux parce que la Bible n'est absolument pas univoque, il y a plein de trucs contradictoires dans la Bible, mais bref. Mais à partir du moment où il n'y a qu'un seul Dieu, il tient compte en fait de toute vérité, vu qu'il n'y a plus de conflit en fait d'interprétation, plus de conflit entre quel Dieu rentre en concurrence avec quel autre Dieu, etc. Dans ce cas, il devient de fait universel puisqu'il concentre en lui en fait tout le discours. Au-delà de la question monothéiste, les premières communautés chrétiennes ont assez rapidement eu des vérités universelles rien que par le fait que ces communautés sont transculturelles et s'adressent à tout le monde. Oui, à partir du moment où tu as comme responsabilité de répandre la parole partout dans le monde et non pas simplement de faire vivre ton culte localement, etc. ou de vaincre sur les autres, etc. Bref, donc tu as une idée de répandre la bonne parole, donc tu as nécessairement cette idée universelle. Oui. C'est vrai que l'idée de convertir la planète fait nécessairement que tu endosses l'universel, quoi. Ce qui est une différence du coup entre les chrétiens et les juifs, en l'occurrence. Mais en plus de ce mouvement d'occultation et d'appropriation, ce doublon produit aussi une exclusion, l'exclusion de l'islam. Et ça s'inscrit plus largement dans l'idée qu'a développée dans les années 90 Samuel Huntington dans son célèbre livre Le choc des civilisations. During the Cold War, it was a politics and ideology that predominated. Now, in the relations among states, now it is culture. And states with similar cultures are coming together. States with different cultures are, in many cases, moving apart. Il ne parle presque pas des Juifs, qui sont trop peu nombreux, mais il sépare bien la civilisation occidentale chrétienne de la civilisation islamique. Déjà, c'est fascinant le fait de dire que c'est pas l'idéologie qui guide, mais c'est la culture. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est quoi la différence entre la culture et l'idéologie ? L'idéologie crée de la culture. La culture se maintient par de l'idéologie. Et en fait, c'est vraiment encore... c'est... Bref. L'idéologie dominante, si je puis dire, c'est de dire que toutes les cultures sont étanches l'une à l'autre. Les cultures sont des espèces d'invariants. Et on est toujours, depuis en fait les années 1990, depuis la fin de la guerre froide, dans cette théorie du choc des civilisations. Et cette théorie du choc des civilisations, c'est que les civilisations sont totalement fermé. Ce qui vient justifier, au travers du suprémacisme juif en Palestine et l'appropriation, vous savez, toutes les blagues sur oh là là, la salade israélienne qui est en fait une salade libanaise, palestinienne, etc. Le houmous israélien, etc. Où du coup, le suprémacisme va jusqu'à, en voulant se revendiquer comme étant du Moyen-Orient, au final, les Israéliens finissent par spolier la culture palestinienne parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils puissent avoir une culture commune avec les Palestiniens. Parce que si tu admets qu'il y a une culture commune avec les Palestiniens, dans ce cas, tu peux commencer à admettre que tu as un destin commun avec les Palestiniens. Mais c'est comme tous les trucs sur la créolisation, les trucs comme ça. Enfin voilà, c'est que dès qu'il y a culture commune, il y a destin commun. Et ce contre quoi ils sont, c'est cette idée du destin commun, justement. Il n'y a pas de civilisation dans l'histoire humaine qui ne soit une histoire de mélange, qui ne soit une histoire de rencontre. Le monothéisme dit abrahamique a 3 piliers. Chronologiquement, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Et évidemment, le terme même, le duo judéo-chrétien, rejette l'islam dans une altérité totale, alors que l'islam est le 3e pied de la révélation abrahamique. Le Coran est un récit biblique, amélioré, réarrangé, évidemment, selon le contexte dans lequel il s'est exprimé, qui est le contexte de l'Arabie
du 7e siècle, laquelle la péninsule arabique du 7e siècle était en toute petite partie païenne, contrairement à ce que l'on dit, et en grande partie chrétienne et juive, bien sûr. Et le prophète des musulmans, Mohammed, est très largement influencé par le judaïsme et le christianisme. Moi, typiquement, quand j'ai des discussions religieuses et théologiques avec Wissam, bah, on est sur les mêmes bases. Si je parlais à un bouddhiste ou un taoïste, etc., là, je serais vraiment dans un univers qui me... Mais avec Wissam, bah, on avait une discussion sur le sacrifice du fils d'Abraham, par exemple. Quel sens ça a, etc. Et en fait, tu tombes très vite sur des façons de voir, sur des façons d'analyser ces grands mythes qui sont assez similaires, mais parce que bah, c'est la même base, quoi. Moi, c'est ça que je trouve qui est le plus beau et le plus fascinant. Cette intercommunicabilité qu'il y a, en fait. Et le truc de, bah ouais, putain, on est vraiment les mêmes, quoi. On se pose les mêmes débats théologiques, on se pose les mêmes débats sur l'interprétation de la parole. Enfin, c'est vraiment, c'est choquant à quel point c'est similaire, quoi. Sur le plan de l'unicité de Dieu, les juifs et les musulmans considèrent un peu les chrétiens avec cette histoire de Trinité. C'est un peu polythéiste, cette affaire, quand on veut bien regarder les choses. Tandis que le judaïsme et l'islam sont un monothéisme radical. J'adore sa take de, au final, c'est les chrétiens qui sont pas vraiment monothéistes. C'est le clash que les musulmans, ils ont avec vous. Oui, bah oui, sur la Trinité. TikTok. Bah oui, de fou. Ouais, c'est ça. De dire qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment monothéiste. Et en vrai, c'est le clash qu'ont les protestants avec les catholiques sur le culte des saints. Donc, quelque part, c'est un peu, ouais, vas-y, je prends la balle. L'interdiction de la représentation. Ça aussi, c'est une donnée qui est à la fois juive et musulmane. Oui, l'interdiction de la représentation. Oui, c'est vrai que tu as l'interdiction de la représentation de Dieu. Et chez les juifs, tu n'as pas le droit de dire le nom du Seigneur. Puisque l'homme ayant été créé à l'image de Dieu et que Dieu est irreprésentable dans le judaïsme et dans l'islam, donc la figure humaine ne doit pas être représentée parce que ce serait une représentation de Dieu. Et je trouve que paradoxalement par rapport à ce qu'on s'imagine de la culture, bah, ça fait de l'islam et du judaïsme des cultures bien plus humanistes que le christianisme. Enfin, que les christianismes, du coup. Parce que du coup, à partir du moment où tu as une transcendance radicale que tu ne peux pas représenter, que tu ne peux pas personnifier, bah, dans ce cas, la question de la transcendance et de Dieu devient une question humaine. Enfin, tu te remets en fait à regarder horizontalement, en fait. En fait, c'est ça qui est le plus frustrant dans le truc. Oui, il n'y a pas d'islam des Lumières, oui, machin truc, l'humanisme chrétien, etc. Bah, justement, l'humanisme est une critique de la chrétienté. C'est justement une critique de cet aspect inhumain d'avoir un Dieu personnifié. Bref. Cette idée d'une culture occidentale judéo-chrétienne qui serait éloignée de la culture musulmane est donc fausse. Et elle oblitère aussi tout l'apport culturel de l'islam en Europe au Moyen-Âge, quand la péninsule ibérique était sous domination musulmane. Oui, bah oui. De fait, entre le 8e et le 13e siècle, ce sont les penseurs musulmans de langue arabe qui dominent la scène intellectuelle. Par exemple, le philosophe andalou Ibn Rushd, plus connu sous son nom latinisé d'Averroès, est le plus grand commentateur médiéval d'Aristote. Et il a profondément influencé au XIIe siècle les philosophes des premières universités d'Europe occidentale. Donc quand on lit dans des manuels scolaires que l'Europe a des racines gréco-latines, on passe là encore sous silence le rôle important qu'ont joué les penseurs musulmans dans la transmission de la culture grecque. Oui, ça c'est une folie, c'est vrai, cette occultation permanente de l'islam qui était pourtant omniprésent, quoi. Mais pour moi, c'est du même ordre que le fait de réduire l'Empire romain au nord de la Méditerranée, parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire que quand tu parles d'Empire romain, tu parles de Rome, quoi. Tu parles de Constantinople. Mais bah, tu parles pas du Maghreb, tu parles pas de l'Afrique du Nord. Et tu sais, t'as tout ce truc où genre, même dans les représentations qu'on a du bassin méditerranéen, bah au final, la part belle est plus donnée au nord qu'au sud, quoi. Alors que l'islam est artificiellement exclu de l'Occident défini comme judéo-chrétien, certains courants nationalistes arabes se sont en fait appropriés le concept d'un Occident judéo-chrétien. Pour comprendre comment ça s'est passé, il faut revenir sur les relations qu'entretenaient historiquement les juifs et les musulmans dans le monde arabe. La persécution des juifs a été quand même un invariant de l'histoire européenne. C'est plus compliqué dans le monde musulman. Et les minorités juives et chrétiennes étaient discriminées selon des modalités particulières. Parce que pour l'islam, aux yeux du corpus doctrinal musulman, les juifs et les chrétiens ne sont pas des païens. Ils ont reçu une grande partie de la révélation, mais n'ont pas voulu reconnaître le scellement de la prophétie par Mohammed. Ce sont ce qu'on appelle les gens du livre. Ils sont un peu comme nous. Ils sont un peu moins évolués en termes de révélation, mais ils ont le starter de base, quoi. Donc, ils sont un peu comme nous, quoi. Les gens du livre sont soumis à la juridiction qu'on appelle de la dhimma,
c'est-à-dire la juridiction de la protection. Ils ont droit à la protection du souverain, à la possibilité de pratiquer leur culte et d'être gouvernés sur le plan privé par leur législation familiale au prix d'un impôt de capitation spécifique. Voilà, en gros, la rime. Donc, sachant que, by the way, le principe de l'impôt, c'est le truc de base à partir duquel les empires se sont toujours gouvernés. Et mais après, moi, là, je voulais en venir, c'est que c'est pour ça que quand l'extrême droite utilise dhimmi comme insulte, c'est un truc d'utiliser l'aspect justement qui révèle la proximité entre tous les gens du livre comme une insulte. L'ironie est mordante dans cette opération même, quoi. T'étais en mode, du coup, genre, au final, on est juste protégé et on paye un impôt spécifique. C'est... Ok, nice. Du coup, on est protégé, quoi. Il y avait une discrimination, bien évidemment. Il y a eu des épisodes de persécution qu'il convient surtout de ne pas cacher. Oui, il y a quand même une limite de l'accès au rôle, aux rôles les plus dirigeants de la société. T'as une distinction dans l'accès au pouvoir, typiquement, etc. quoi. À partir de la création de l'État d'Israël, il y a un changement paradigmatique dans cette histoire. C'est que les Arabes, à commencer par les Palestiniens, bien sûr, mais l'ensemble du monde n'a pas accepté que ce nouvel État vienne s'implanter au cœur du monde arabe, et pas seulement au cœur du monde arabe, au cœur du cœur des trois religions révélées, c'est-à-dire Jérusalem. C'est pour ça que Jérusalem, c'est vraiment le nœud. C'est pour ça que quand Trump il a décidé unilatéralement de reconnaître Jérusalem comme capitale diplomatique d'Israël en déplaçant son ambassade à Jérusalem, avec l'annexion progressive de Jérusalem-Est. Là récemment, vous avez vu, dans le vu, on voyait il y a eu un attentat à Jérusalem, les pauvres Israéliens sont sous le choc, etc. Là où ce que aucun des médias n'a précisé quasiment, c'était que l'attentat il était à Jérusalem-Est, donc en zone occupée, donc dans un endroit où cet attentat était parfaitement pas légitime, mais compréhensible au vu du fait qu'il y a une guerre progressive. Et pareil, les raids militaires réguliers sur l'esplanade des mosquées pendant le ramadan, etc., qui est Et c'est marrant parce que on parle de persécution, mais on parle pas de persécution des musulmans. Mais pourtant, c'est une persécution systématique, quoi, typiquement. Tu vois. Une partie de l'opinion du monde arabe s'est emparée aussi des tropes de l'antisémitisme européen moderne. Et donc, il y a un nouvel antisémitisme qui est né dans le monde arabe, qui fait que le monde arabe a utilisé le terme de judéo-chrétien pour deux raisons essentielles. Bon, d'une part, parce qu'il y a toujours eu un sionisme chrétien. Depuis le XVIIe siècle, il existe un sionisme chrétien. Et que donc, les Arabes ont dit, vous voyez qu'il y a un complot contre les musulmans. C'est ça, le fait qu'il y a un sionisme chrétien, parce que ça arrange bien les chrétiens de dégager les juifs en disant oui, c'est bon, vous avez un pays, on va coloniser quelque part et du coup vous allez le dégager. Ça fait que les pays arabes peuvent d'autant plus dire vous êtes contre nous, quoi. Alors c'est assez étonnant, mais en fait, bien avant le sionisme politique juif qui s'est développé au 19e siècle en réaction à l'antisémitisme et qui aspirait à créer un État pour le peuple juif en Palestine, il y avait un sionisme chrétien. Un courant du christianisme évangélique qui fait une lecture littéraliste de la Bible et qui considère que l'installation de tous les Juifs à Jérusalem favorise le retour de Jésus sur terre. Et ça, c'est le truc qu'on retrouve énormément dans la droite chrétienne états-unienne et qui est vraiment le fuel où, encore une fois, le plus gros lobby sioniste n'est pas un lobby n'est pas un lobby juif aux États-Unis, c'est un lobby chrétien, quoi. Quand on parle de sionisme chrétien, on parle uniquement de pouvoir et plus du tout de spiritualité. Alors, quand on parle de sionisme, on peut parler de plusieurs choses, mais en effet, on parle de sionisme politique et là, je pense que quand elle parle aussi du sionisme juif qui s'est développé en réaction à l'antisémitisme, elle parle aussi du sionisme politique. On parle pas des sionismes spirituels, on parle pas de tout ça. Mais pour le nationalisme arabe, il y a une deuxième raison de pointer du doigt un Occident judéo-chrétien. Les nationalismes arabes et certaines franges de l'islam politique, puisque le judaïsme est purement occidental, puisque c'est judéo-chrétien, ça leur a permis d'occulter leur propre part juive, la propre part juive de leur histoire. Mon grand-père avait une Torah en arabe et un Coran en hébreu. Il avait un cercle d'amis qui se disaient que la connaissance de la religion et l'enseignement de la tolérance étaient des facteurs essentiels, des vecteurs essentiels d'une vie communautaire sans haine et sans violence. L'Algérie d'aujourd'hui a empêché au tournage de succéder au repérage muet. Je reste avec le souvenir et les traces d'une tolérance que les batailles du présent repoussent pour un temps.
C'est aussi pour ça que le décret Crémieux, donc le décret qui offre la citoyenneté aux indigènes juifs, est resté beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, le décret Crémieux, c'était pas exactement ça, c'était pas ouf pour les juifs non plus, etc. Mais ça a été perçu comme une preuve supplémentaire de cette alliance judéo-chrétienne contre les musulmans, les arabes, etc. Parce que du coup, ça a aussi modifié l'identité arabe, dans le sens où l'identité arabe est devenue progressivement incompatible avec le judaïsme. Et, comme je vous disais tout à l'heure sur Israël et l'unification culturelle qui a été opérée par le sionisme en fait, et par cette idée du nouvel homme, du nouveau citoyen israélien, etc., en supprimant toute la culture ashkénaze, séfarade, enfin, toutes les cultures en fait diasporiques, en fait ça a fait aussi que l'identité arabe est devenue incompatible avec le judaïsme, alors qu'en réalité elle a toujours été juif arabe, quoi. On voit donc comment cette désignation d'une entité judéo-chrétienne a pu servir à la fois les Occidentaux et le nationalisme arabe. Ce qui est intéressant, c'est que ça a servi les Occidentaux et les nationalistes arabes, oui, mais ça n'aurait pas servi les nationalistes arabes si les Occidentaux n'avaient pas décidé d'en faire un... Enfin, tu vois, genre, il y a un truc dans la question de qui a commencé. On retrouve quand même les Occidentaux, quoi. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants israéliens actuels, à commencer par M. Netanyahou, ne cessent de proclamer à la face du monde qu'ils sont les défenseurs de la civilisation judéo-chrétienne. Notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. Et encore une fois, c'est le double discours de Netanyahou où, quand il parle en français ou en anglais, c'est la civilisation judéo-chrétienne, et quand il parle en hébreu, quand il parle aux Israéliens, c'est le suprémacisme juif. La victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie, c'est la victoire de la France. Les dirigeants israéliens actuels, dont la préoccupation, dont l'objectif majeur est de continuer à être rattaché à l'Occident, c'est-à-dire Israël est un morceau d'Occident planté au cœur du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier quand même que le sionisme a été créé par des intellectuels juifs européens. Qui parlaient de colonialisme, véritablement. Quand on dit, oh là là, on parlait de colonialisme. C'est vraiment, ils parlaient concrètement de colonialisme parce que c'était aussi l'ère du temps européen, quoi. C'était vraiment genre, c'est comme ça qu'on devient puissant, c'est en colonisant quelque part. Donc, Qui avait complètement oublié, occulté la part d'Orient que comporte le judaïsme, qu'est le judaïsme. C'est aussi ça, c'est que les sionistes européens n'étaient pas les plus religieux du groupe, c'est au contraire les plus sécularisés, entre guillemets, c'était ceux qui s'étaient le plus presque assimilés en fait aux cultures françaises, allemandes, etc. etc. Quand on lit l'État des Juifs de Herzl, le nouvel État, cet État des Juifs qu'il aspire à créer, est un morceau d'Occident, il le dit très nettement d'ailleurs dans l'État des Juifs, et qui fera d'ailleurs obstacle à la barbarie orientale. Si Sa Majesté le Sultan consentait à nous donner la Palestine, nous pourrions nous charger de mettre en ordre les finances de la Turquie. Pour l'Europe, nous formerions là-bas un élément du mur contre l'Asie, ainsi que l'avant-poste de la civilisation contre la barbarie. On est le mur contre l'Asie, et quand on dit l'Asie, les gens, c'est pas la Chine et le Japon. L'Asie, c'est l'Asie centrale, c'est l'Irak, c'est l'Iran, c'est ça l'Asie. La Russie aussi, c'est... L'ancrage d'Israël dans la civilisation judéo-chrétienne s'inscrit dans la volonté plus ancienne des sionistes de se présenter comme européens, ce qui les oppose aussi bien aux populations musulmanes et arabes du Moyen-Orient qu'aux populations juives orientales. À partir du moment où les Juifs d'Orient ont émigré en Israël, c'est-à-dire à partir de la fin des années 1940 du début des années 50. Cette émigration s'est étirée sur une bonne trentaine d'années, puisqu'en ce qui concerne le Maghreb, par exemple, les plus grandes vagues d'émigration vers Israël ont été après la guerre de juin 1967. Et donc, effectivement, les Juifs d'Orient, originaires d'Orient, ont été très discriminés. Oui, ça c'est le gros argument des sionistes, de dire « Ouais, mais à partir du moment où Israël s'est créé, tous les Juifs sont partis des pays arabes, c'est bien la preuve qu'ils étaient persécutés, etc. » Où ils montent les chiffres avant, après, etc. Et en mode « Oui, ils étaient tellement persécutés. » L'histoire est aussi un peu plus compliquée que ça. T'avais des bails aussi où leur émigration était largement encouragée par Israël, etc., qui mettaient du coup les populations juives en porte-à-faux avec les pays arabes, etc. Ils ont été rejetés dans une sorte de mépris culturel absolument total. Puisqu'ils étaient orientaux, la grande plaisanterie, c'est qu'ils ressemblaient trop aux Arabes, évidemment. Ce qui n'était pas faux du tout, d'ailleurs. There was a feeling, I felt it, everything Ashkenazi was superior. Et encore une fois, ce que tu mets dans ce mot Ashkénaze
quand tu parles des dirigeants de l'État d'Israël dans les premières années, c'est déjà une identité ashkénaze qui a honte d'elle-même, qui a honte du yiddish, qui a honte de la culture, de la musique, etc., 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 et qui travaille activement aussi à supprimer l'ashkénazité de son identité aussi, quoi. Vous avez écrit un autre livre qui s'appelle « Je vous écris d'une autre rive », Lettre à Hannah Arendt, où vous l'interpellez. Sur ça, vous écrivez « Je suis une juive arabe », en un mot comme ça. Vous n'avez jamais entendu parler de nous. C'est-à-dire que je suis une juive du monde arabe. Et que donc, il est évident que, comme toutes les minorités qui vivent au milieu de majorités, la culture arabe me constitue aussi. Elle me parle plus que la culture polonaise. Et Hannah Arendt, qu'est-ce qu'elle disait ? Hannah Arendt, l'Orient, elle ne savait pas ce que c'était. Oui, Hannah Arendt, elle était raciste fou. C'est une femme pour laquelle j'ai le plus grand respect. Je dis d'ailleurs dans cet ouvrage que vous citez tout ce qui me rapproche d'elle et pourquoi j'ai éprouvé le besoin de lui écrire, mais tout ce qui m'éloigne d'elle. C'est-à-dire que pour elle, l'idée que les Juifs aient une part orientale était quelque chose d'affreux. Je ne sais plus dans lequel de ses écrits, elle a très très peur, par exemple, que Tel Aviv devienne une ville levantine. Alors que c'est littéralement au Levant. Elle disait que les révolutions contre l'esclavage, c'est des trucs de sauvages non conscientisés. Oh non, mais oui, oui, Hannah Arendt, niveau racisme, se placer là, hein, bref. Bah, ça reste une Européenne. Enfin, en fait, ça reste une Européenne de l'élite intellectuelle européenne qui a ensuite émigré aux États-Unis et qui a intégré l'élite culturelle états-unienne, enfin voilà quoi. C'est le concept du nouveau juif selon Theodor Herzl, non? Une population très occidentalisée sans aucun attachement religieux, hormis une cohésion ethnique religieuse. Ouais, c'est ça, toute l'idée du nouveau juif, qui est en fait l'idée, qui était une idée qui était vraiment de son temps, hein. On le retrouve beaucoup dans le nouvel homme fasciste, le nouvel homme nazi, le nouvel homme communiste. Cette idée, en fait, nouvel homme français, républicain, hein, et comment dire, on est aussi, quand Herzl il écrit, on est aussi à une période où l'idée de l'État-nation commence à se solidifier, le monde commence à s'ordonner autour de l'État-nation, et du coup, le citoyen devient cette construction qui doit refléter l'État, la puissance de l'État, etc., etc. Donc en fait, cette idée du nouvel homme, elle est tout à fait moderne, elle est totalement liée à l'État-nation. Mais du coup, quand tu appliques ça à une population juive qui est diasporique, qui est partout dans le monde, qui a des syncrétismes culturels, qui a des mélanges culturels très spécifiques, des langues différentes, des trucs comme ça, etc., bah ça revient, parce que, bon, la France, il y a eu aussi un travail très très actif d'unification culturelle, linguistique de la France, etc. Mais en plus de ça, tu ajoutes à ça on va concentrer des populations qui étaient éclatées un petit peu partout, qui ont des cultures différentes, etc. Et on va faire en sorte de revenir en fait au plus petit dénominateur commun. Et en fait, du coup, le plus petit dénominateur commun se fait en fait selon cette vision occidentale du nouvel homme, qui est totalement décorrélée de tout contexte culturel et qui crée son propre contexte culturel, etc. Après, Arendt a été très critique du sionisme et de la création d'Israël. Oui, elle était très critique du sionisme. Oui. Finalement, on retrouve un effet miroir entre le nationalisme sioniste d'un côté et le nationalisme arabe de l'autre, puisque chacun s'abrite derrière le concept judéo-chrétien pour expulser toute altérité interne. Je me méfie de la volonté de la présentatrice de vouloir créer une équivalence en mode... Après tout, les deux, ils se tapent... En fait, ça revient à un truc de les juifs et les musulmans, ils se tapent les uns sur les autres, quoi. Bon, hein. Mais il ne faut pas s'y tromper. Pour Sophie Bessis, l'idée d'une civilisation judéo-chrétienne qui inclurait naturellement Israël maintient l'État juif dans un statut d'exception, puisqu'il bénéficie d'un traitement de faveur sous la forme d'un soutien inconditionnel de la part de l'Europe et des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose dont on mesure les conséquences politiques aujourd'hui. Je m'interroge sur le philosémitisme que l'on observe chez tous les dirigeants occidentaux, où la moindre expression de solidarité vis-à-vis des Palestiniens est assimilée à de l'antisémitisme, etc. Ce philosémitisme m'embête. Oui, ça c'est clair que oui, elle a drop le mot. Hein. Mais parce que ça reste un fantasme de l'Occident de maintenir les Juifs dans une identité radicalement autre des Arabes, des musulmans, etc. Parce que je corrèle beaucoup l'antisémitisme avec la création de l'État-nation, avec l'imposition progressive. Évidemment, il n'y a pas que ça, tu vois. Mais l'État-nation a quelque chose à voir là-dedans. Parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on est un État-nation, c'est-à-dire un État avec son peuple uni, etc., avec une identité commune, etc.,
où le plus petit dénominateur commun est le plus gros possible, on va dire, l'existence d'une minorité juive pose problème. Surtout si elle a sa propre langue, ses propres cultures, etc. etc. L'existence d'une minorité de tziganes pose problème, parce qu'ils sont nomades, et que du coup c'est difficile à administrer, que nous ça nous arrange plutôt de pouvoir contrôler les déplacements, que si tu passes les frontières, du coup, est-ce que l'État-nation existe vraiment si ces frontières sont poreuses parce que des populations échappent aux frontières, etc. Et en fait, l'État-nation vient solidifier le statut autre des tziganes, des juifs, globalement de toutes les minorités ethniques, de toutes les minorités religieuses et de toutes les populations nomades. Et donc forcément, le fantasme occidental vis-à-vis des juifs est un reflet, vis-à-vis des Israéliens en fait, vis-à-vis des juifs sous-entendus en fait comme ayant vocation à retourner à aller en Israël, quoi, reflète la peur de l'État-nation vis-à-vis des minorités. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a avec l'angoisse du grand remplacement. C'est qu'à partir du moment où tu as une population, et c'était le discours antisémite, c'était vraiment, c'est une minorité qui n'est pas assimilable à l'État, ils sont trop différents, ils sont trop autres, etc., etc. Et donc, faire de la population israélienne une population radicalement autre des Arabes, c'est en faire une forteresse, c'est conjurer presque cette projection antisémite de voir le juif comme amenant avec lui l'étranger, l'Orient, le truc, le juif comme cette frontière poreuse, comme cette peur de l'État-nation d'avoir une frontière poreuse, parce que c'est ça en fait, c'est ça en partie qui est en jeu dans l'antisémitisme moderne. C'est le juif comme n'étant pas miscible dans la main et qui amène avec lui. C'est pour ça que toute la propagande antisémite sur les juifs qui amènent des maladies, qui amènent des trucs, etc., les forces de l'argent international, etc., c'est cette idée d'une frontière qui est poreuse. Du coup, le fantasme de faire des juifs israéliens un peuple homogène, qui n'a rien à voir avec les Arabes, qui n'a aucun mélange culturel, qui est vraiment distinct, différent, etc., c'est aussi s'assurer que le juif ne sera plus cette frontière poreuse qui risque d'amener l'Orient avec lui. C'est faire justement d'Israël ce fameux rempart, c'est pour ça qu'il parle de rempart, tellement radicalement autre des musulmans qu'il s'occupe en fait de protéger nos frontières pour nous, quoi. C'est le concept de l'assimilationnisme et de l'universalisme aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc c'est là qu'on retrouve tout le fond antisémite qu'il y a dans ce philosémitisme-là, dans cette défense acharnée d'Israël, comme étant radicalement ennemi des Arabes, etc. On y retrouve aussi ce soulagement des antisémites européens de se dire peut-être que comme ça, du coup, on pourra sécuriser nos frontières et on pourra faire des juifs qui ne seront plus cette frontière poreuse dont on a toujours eu peur. Ça, c'est hyper intégré chez les juifs. Genre, mon mari, il veut pas s'avouer que s'il se fait contrôler par les flics, ils peuvent le prendre pour un arabe. Bah ouais, de fou. Une fois le juif assimilé, tous ceux ne faisant plus partie de la frontière établie sont à exclure. Exactement. Et pour moi, c'est totalement, mais d'ailleurs c'est totalement lié au fait que tous les discours racistes qu'on voit à l'extrême droite aujourd'hui contre l'immigration, etc., en appellent à ce même épouvantail, à ce même totem de l'Europe judéo-chrétienne. C'est ce même truc de cette peur panique de la frontière poreuse et donc de la fragilité de l'État-nation. Spoiler alerte, en fait, oui, quand tu mets des frontières quelque part, c'est une construction artificielle. Nos anciennes colonies en savent quelque chose, quoi. L'Afrique n'est pas naturellement coupée en carrés. # choqué. Israël, donc, a été créé dans la mesure où c'était le pays, l'État de ceux qui avaient été les victimes d'un des plus grands génocides de l'histoire. Donc, Israël était par définition un État qui incarnait l'innocence de la victime. L'innocence. Encore une fois, l'innocence, la centralité de ce putain de concept d'innocence. Je vous renvoie à mes vidéos sur les femmes et la propagande de guerre. Et donc, l'innocence de l'État d'Israël restaurait l'innocence de l'Occident. Et donc, on en arrive aux aberrations d'aujourd'hui, si vous voulez, dans la mesure où, pour que l'Occident demeure innocent, il faut qu'Israël demeure innocent. Israël ne peut pas être coupable. Et donc, voilà une des raisons pour lesquelles, pas la seule, attention, parce qu'il y a aussi une familiarité coloniale qui est très importante, mais une des raisons pour lesquelles il y a cette défense quasi inconditionnelle de cette politique à dimension génocidaire de l'État d'Israël en Palestine et particulièrement à Gaza. Trop stylée, elle est trop Sophie. En plus, la façon dont elle l'explique, c'est tellement limpide. Elle est trop forte, Sophie Bessi. Je la kiffe trop. L'identité judéo-chrétienne est une réécriture biaisée de l'histoire qui se comprend surtout à travers ses nombreux usages politiques. Elle permet à l'Europe d'occulter 2 millénaires de persécutions antisémites et de nier l'apport de l'Orient et de l'islam dans son passé.
Israël s'en sert quant à lui pour affirmer son appartenance à un Occident qui se doit alors de le défendre, quelle que soit sa politique. Et enfin, les nationalismes arabes voient dans cette formule un outil utile pour expulser la dimension juive de l'histoire de leur pays. Déconstruire ce binôme, c'est se donner les moyens de rendre de nouveau possibles les convergences culturelles et politiques pour sortir du paradigme mortifère du choc des civilisations et de la défense inconditionnelle d'Israël en tant que bastion avancé de la civilisation judéo-chrétienne. Elle est en mode « Ah, du coup, les Arabes, ça les arrange bien pour être antisémites. Hein. » Arte. Je suis pas d'accord, mais c'est la tech de Bessie en vrai. Ouais, oui. En fait, le truc, non, mais l'opportunité pour les nationalismes arabes de se débarrasser de leur dimension juive, etc., c'est littéralement ce que je décris sur l'État-nation et sur la souveraineté. Eux aussi sont bien contents de pouvoir prétendre leur nation une, indivisible et parfaitement homogène. Donc là-dessus, je comprends la take. Mais en fait, le problème, c'est que je vois trop la façon dont la take peut être utilisée pour un peu renvoyer tout le monde dos à dos en occultant la dimension vraiment occidentale de cette idée-là de judéo-chrétien et même la dimension occidentale de l'État-nation, quoi. Après, c'est comme surtout sur le colonialisme, etc. Même si c'est une création occidentale, ça n'empêche pas du tout l'Orient, le Sud, global, etc., de se l'approprier pleinement, évidemment, tu vois. Après, de fait, il y a eu l'expulsion des Juifs arabes de leur pays à cause de la création d'Israël, donc ça fait partie de l'histoire, même si de la cause, c'est... Ah ouais. Et après, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'antisémitisme dans les pays arabes, tu vois. Genre, c'est encore une fois, l'antisémitisme a plusieurs racines distinctes, différentes, et encore une fois, l'État-nation, et encore une fois, l'idée d'unifier la population, particulièrement d'unifier autour de la religion, etc., évidemment que ça crée de la persécution. Clairement, en plus, je trouve c'est pas pareil quand c'est Bessie qui le dit depuis la Tunisie où elle vit. Elle a aussi un recul critique sur les dynamiques politiques de son pays. Oui, bah oui, vu qu'elle a participé au mécanisme de transition après la révolution en Tunisie, etc. Enfin oui, elle a ce recul. Mais c'est pareil sur... Enfin voilà, c'est forcément la perspective change le message, ça c'est clair. Mais bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.